C'est officiel depuis février 2011. La Chine est devenue en 2010 la deuxième puissance économique du monde, devançant légèrement le Japon et largement l'Allemagne, la France et l'Angleterre. L'évolution étant fulgurante depuis une vingtaine d'années, la Chine devant logiquement poursuivre sa croissance, on peut évidemment se poser des questions sur la place qu'elle occupera dans le monde. La Chine est-elle appelée à égaler, voire à supplanter les États-Unis? On se gardera bien sûr de prévisions catégoriques, d'affirmations péremptoires, mais il est bon tout de même de souligner qu'au cours de l'histoire, la Chine n'a jamais eu le même rapport au monde que l'Occident. Et même si nous sommes dans une phase totalement nouvelle de l'histoire, cela laisse des traces encore aujourd'hui. Avant de poursuivre, si l'on s'interroge sur l'évolution de ce classement depuis ce tournant de 2010, eh bien on constate que, bien entendu, la Chine n'a pas arrêté son élan, bien au contraire. Elle conforte sa deuxième place, de plus en plus loin du peloton qui la suit, de plus en plus près des États-Unis. L'Occident, qui à la fin du Moyen Âge se confond avec l'Europe catholique, a toujours su que d'autres mondes, d'autres civilisations existaient et que ces autres mondes présentaient un intérêt. Intérêt dans tous les sens du terme. D'abord, intérêt intellectuel pour ces mondes différents et qui avaient malgré tout créé leur propre civilisation de haute valeur, mais intérêt aussi au sens financier, au sens du profit que l'on pouvait trouver à commercer avec ces mondes lointains ou à les dominer. Il n'y avait donc aucun doute sur l'intérêt que l'on pouvait trouver à établir des relations avec eux. Mais cet intérêt s'accompagnait toujours d'un sentiment de supériorité. Aussi brillants que soient les mondes lointains, il leur manquait toujours quelque chose, et c'était en gros de ne pas être occidentaux, et en particulier de ne pas être chrétiens. La logique était alors l'extension du modèle européen à l'ensemble du monde, l'Occident agissant ici à la fois comme puissance dominante et puissance centrifuge, ayant vocation à diffuser son modèle dans le monde entier. C'est le processus qui se déroule à partir du XVe, XVIe siècle, les grandes découvertes qui conduisent à l'établissement d'une domination européenne sur le monde, qui arrive à son apogée en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Pour comprendre le rapport de la Chine ancienne avec le monde, on peut partir de la représentation symbolique du monde qui avait été adoptée par les Chinois. La Terre est carrée. C'est la raison pour laquelle Pékin, mais aussi Xi'an, qui a été une capitale impériale, ont un plan carré, parce qu'elles sont une représentation de la Terre, avec au centre le palais de l'empereur. Le ciel est rond, tout comme le temple du ciel à Pékin. Le ciel est rond et plus petit que la Terre, et la projection du ciel sur la Terre détermine les quatre mers, et dessine sur la Terre l'espace occupé par les hommes, dont la plus grande partie est constituée par la Chine. La Chine, c'est Chongguo, littéralement le pays du milieu. Rappelons que le mot Chine n'existe pas en chinois. Ce sont les Occidentaux qui ont forgé ce nom à partir de la dynastie des Qin, mais en chinois, Qin désigne une dynastie impériale et en aucun cas le pays. Le pays, c'est Chongguo, le pays du milieu, et un chinois est Chongguozhen, un homme du pays du milieu. Il y a aussi un autre nom très significatif qui est utilisé, c'est Tianya, que l'on peut traduire par tout ce qui est sous le ciel ou le seul pays sous le ciel. Alors les Chinois savaient bien sûr qu'il y avait autour d'eux d'autres peuples qui n'étaient pas chinois. Mais ces peuples étaient beaucoup moins nombreux qu'eux. Ils avaient adopté des éléments plus ou moins importants de la culture chinoise. Ils s'étaient plus ou moins sinisés. Donc ces peuples avaient tout reçu de la Chine, du seul pays sous le ciel.
Par contre, il n'avait pas grand-chose à lui apporter, si ce n'est reconnaître sa suprématie en lui payant un tribut qui était parfois plus symbolique que réel. Ces peuples qui vivent dans le voisinage immédiat de la Chine sont ceux que la cour impériale désigne sous le nom de barbares proches. L'une des raisons, pas la seule bien sûr, mais l'une des raisons tout de même de cette vision du monde, c'est l'isolement dans lequel a grandi la civilisation chinoise pendant des siècles. Les distances, les reliefs infranchissables, les déserts immenses ont isolé la Chine des autres grandes civilisations, ne laissant à son contact que les peuples beaucoup moins nombreux qu'elle appelle les barbares proches. Il y a aussi des barbares lointains, très méconnus en raison de la distance. En gros, ce sont des peuples qui ne présentent aucun intérêt. Ils n'ont bien entendu rien à apporter à la Chine, puisque toute civilisation vient du ciel, toute civilisation passe par le seul pays qui est sous le ciel. Ils sont trop lointains aussi pour recevoir quelque chose de la Chine, trop différents pour être sinisés. Donc la seule chose que l'on puisse faire à leur égard, c'est de les maintenir à distance. En dessinant cette ligne qui protège la Chine, on ne peut s'empêcher bien sûr de penser à la Grande Muraille, qui a été pour les Chinois une préoccupation constante, puisque les travaux de construction des différentes murailles se sont étalés sur 2000 ans, du IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au XVIIe siècle. Et on peut dire, sans exagérer, que la fonction symbolique de séparation d'avec les barbares était aussi importante que la fonction militaire de cette muraille qui n'a été finalement que toute relative. On voit donc une Chine classique dont le sentiment de supériorité n'a absolument rien à envier à l'Europe. Mais elle l'exerce différemment, elle n'a pas vocation à conquérir le monde. On pourrait dire que sa volonté de domination n'est pas centrifuge comme celle de l'Europe, mais plutôt centripète. La Chine reste chez elle, elle reçoit l'hommage des petits peuples barbares et elle veut bien leur accorder les lumières de sa civilisation s'ils font l'effort de venir la chercher. La façon dont la Chine a abandonné les grandes expéditions maritimes au XVe siècle, après les voyages de l'amiral Cheng He, est tout à fait significative de cet état d'esprit. La Chine d'aujourd'hui sait parfaitement qu'elle n'est pas le centre du monde, qu'elle n'est pas le monde, mais seulement une partie du monde. Alors, comment conçoit-elle son rôle dans ce monde dont elle a appris à connaître la réalité ? Il y a un point qui ne fait aucun doute. La Chine a l'intention très claire de redevenir non pas le centre du monde, mais le centre de son monde, c'est-à-dire l'Asie orientale. Et de faire reconnaître dans cette Asie orientale, non pas sa domination, mais sa prééminence, sa suzeraineté. Le fait qu'aucune puissance, qu'elle soit locale ou étrangère à la région, ne puisse agir sans l'accord de la Chine ou contre les intérêts de la Chine. Quant au reste du monde, eh bien, la Chine non seulement sait qu'il existe, mais elle sait qu'elle a absolument besoin de lui. Et elle compte bien y défendre partout ses intérêts. Sa présence croissante sur tous les continents, et par exemple en Afrique, dans ce qu'on commence à appeler la Chine-Afrique, montre suffisamment cet intérêt de la Chine pour le reste du monde. Mais la Chine n'a aucune intention de proposer une sorte de modèle chinois au reste du monde, ni même de devenir le grand régulateur des affaires mondiales, que ce soit à travers l'ONU ou d'autres façons. En ce sens, le projet de la Chine reste radicalement différent de celui qui a porté l'Occident depuis le XVIe siècle et les grandes découvertes. Le projet de la Chine, eh bien, il évoque plutôt un monde multipolaire dans lequel les relations seraient fondées sur la non-ingérence, sur l'intérêt mutuel, la Chine, bien entendu, comprenant cet intérêt mutuel dans le sens de ses propres intérêts. Pour nous résumer, il y a aujourd'hui dans l'histoire un mouvement irréversible
Le poids de la Chine va plus ou moins rapidement se rapprocher du poids des États-Unis, mais la Chine n'est pas candidate à la succession des États-Unis. Que la Chine veuille redevenir non pas le centre du monde, mais le centre de son monde, en gros celui qu'on voit sur cette carte, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Essentiellement, trois choses. Premièrement, le gouvernement de Pékin, comme il l'a toujours fait, restera absolument intransigeant sur la question de l'unité de la Chine. Deuxièmement, la Chine veut faire reconnaître par ses voisins immédiats, non pas sa domination, mais sa prééminence, la priorité de ses intérêts. On peut observer tout de suite que parmi ses voisins immédiats, en raison de leur taille, la Russie et l'Inde occupent une place particulière. Troisièmement, la Chine veut assurer la sécurité de ses voies de communication extérieures, qu'elles soient maritimes ou terrestres, des voies de communication qui sont aujourd'hui des voies d'approvisionnement absolument vitales pour sa croissance économique. L'unité de la Chine, en quoi est-ce si important? En fait, au cours de son histoire, la Chine a été très souvent divisée. Mais depuis son unification par le premier empereur, Qin Shi Huangdi, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'unité de la Chine a été considérée comme un idéal et même, pourrait-on dire, a été considérée comme la situation normale pour la Chine. L'unité était préférée parce que, à l'évidence, elle servait mieux que la division, la prospérité de la Chine et la puissance de l'empereur, mais aussi l'unité correspondait mieux à la vision du monde qu'avaient les Chinois. Il n'y avait qu'un seul pays sous le ciel et un seul empereur sous le ciel. À l'époque contemporaine, la division de la Chine est associée aux manœuvres des puissances impérialistes, au déchirement et au malheur de la guerre civile. Et donc le rétablissement de la grandeur de la Chine ne peut se faire sans la réaffirmation intransigeante du principe de l'unité de la Chine, même si sur la réalisation du principe, les Chinois sont prêts à toutes les négociations, tous les compromis, et surtout sont prêts à la plus grande patience. Concrètement, cela signifiait que Macao et Hong Kong, les deux plus anciennes possessions de puissances étrangères en Chine, le Portugal pour Macao et l'Angleterre pour Hong Kong, ces deux possessions étrangères devaient absolument rentrer dans la souveraineté chinoise. Cela a été fait en 1997 pour Hong Kong et en 1999 pour Macao, mais dans les deux cas par la négociation et la Chine se montrant prête au compromis. À Hong Kong, le maintien du capitalisme pendant 50 ans, ce qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de signification puisque le capitalisme triomphe partout en Chine, mais Hong Kong reste une région administrative spéciale dans laquelle il existe une liberté d'expression absolument inconnue en Chine. Pour Macao, le Portugal ayant reconnu les droits de la Chine, ayant demandé lui-même à partir au moment de la révolution démocratique portugaise en 1974, eh bien les Chinois se sont offerts le luxe de prier les Portugais de rester, de négocier le retour de Macao à la Chine en 1999 seulement, et de réserver un traitement de faveur à l'héritage culturel portugais que l'on trouve encore à Macao. Le cas de Taïwan est différent, plus complexe et pas encore réglé, puisqu'il s'agit ici de l'héritage non pas de la colonisation, problème déjà ancien, mais de l'héritage de la guerre froide. En 1949, les nationalistes chinois vaincus dans la guerre civile se réfugient dans l'île de Taïwan et ils y maintiennent une république de Chine qui bénéficie de la protection des États-Unis dans le cadre de la guerre froide. Taïwan se trouve en effet sur la ligne de front opposant les deux camps en Asie orientale. Aujourd'hui, la guerre froide est finie, mais c'est en Asie que ses traces restent les plus visibles, puisque la Corée et la Chine sont toujours divisées.
Sur la question de Taïwan, la position de Pékin est aujourd'hui à la fois souple sur la forme et très ferme sur le fond. Il n'est pas question de rattacher l'île par la force parce que cela risquerait de conduire à une confrontation militaire avec les États-Unis, mais il n'est pas question non plus d'accepter la moindre démarche de l'île dans le sens de son indépendance. Pékin ne cesse donc de proposer la négociation, une négociation qui, à l'évidence, ne pourrait tourner qu'à son avantage, et on comprend donc que les réticences se situent plutôt du côté de Taïwan. Enfin, on peut souligner que les régions autonomes de Chine, peuplées de minorités non chinoises, dont les principales sont la Mongolie intérieure, le Xinjiang et le Tibet, ces régions jouissent, comme leur nom l'indique, d'une certaine autonomie administrative, culturelle, financière, mais elles restent tout de même sous le contrôle politique étroit de Pékin. Et toute revendication d'une plus grande autonomie, ou pire encore de l'indépendance, ne pourrait s'opposer qu'aux plus vives réactions du pouvoir central. Lorsque l'empereur de Chine était le fils du ciel, le seul empereur sous le ciel, il ne dirigeait pas un empire centralisé. Il dirigeait la Chine, entourée de pays parfaitement indépendants, mais qui reconnaissaient la suzeraineté de la Chine en lui payant tribut, c'est-à-dire qui acceptait de ne pas agir contre les intérêts de la Chine. Eh bien, c'est un petit peu le même type de relation que la Chine voudrait aujourd'hui rétablir à l'égard de son voisinage. Tout d'abord, la Chine est hostile à toute alliance militaire d'un pays de la région avec une puissance extérieure, en particulier les États-Unis, qui sont très présents depuis la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. Alors évidemment, la Chine ne va pas partir en guerre contre la présence américaine, mais tout ce qui est bon pour desserrer les liens entre ses voisins et les États-Unis est utilisé par la diplomatie chinoise. Cela veut dire aussi que la question de la Corée du Nord ne pourra pas être résolue sans l'accord de la Chine. En particulier, une intervention militaire américaine est exclue, à moins de risquer une guerre avec la Chine. Et Pékin n'a absolument pas l'intention de favoriser la réunification d'une Corée qui serait tout entière alliée aux États-Unis à ses portes. Autrement dit, le régime coréen a sans doute encore de beaux jours devant lui. Cela veut dire aussi qu'un pays de la région qui agit contre les intérêts de la Chine s'expose à une réaction de Pékin. Ainsi, en 1979, lorsque le Vietnam occupe le Cambodge, il chasse les Khmers rouges, ce qu'on peut considérer comme une bonne chose. Mais le Vietnam n'a pas sollicité l'accord de la Chine. Par son action, il établit son hégémonie sur toute l'ex-Indochine française. Et il est allié de l'URSS qui est alors en conflit avec la Chine. Pour toutes ces raisons, l'action unilatérale du Vietnam est inacceptable pour la Chine. Pékin réagit en intervenant militairement contre le Vietnam, brièvement et sans grande efficacité, mais suffisamment pour exercer une pression. Également et surtout, la Chine aide les Khmers rouges à se maintenir sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, favorisant ainsi l'enlisement des troupes vietnamiennes au Cambodge. En 1990, après une dizaine d'années d'impasse et au moment de la chute de l'URSS, le Vietnam accepte de se retirer du Cambodge. Ses dirigeants font le voyage de Pékin, les relations avec la Chine sont normalisées, mais le Vietnam a renoncé à son hégémonie sur l'ex-Indochine française. On remarquera pour terminer que deux voisins sont de trop grande taille pour être subordonnés à la Chine, ce sont la Russie et l'Inde. La Chine n'est pas pour autant passive. Face à l'Inde, elle contrôle solidement le Tibet et elle conteste sa frontière avec l'Inde en plusieurs points. Face à la Russie, la Chine a perdu d'importants territoires au XIXe siècle, qui dépassent même le cadre de cette carte. Elle ne les revendique pas ouvertement aujourd'hui, mais la question pour l'avenir est de savoir si la Russie, avec son déclin démographique, sera capable de continuer à contrôler réellement son Extrême-Orient, alors que la Chine y exerce une pression démographique et économique croissante.
Troisième objectif de la Chine dans son ère géopolitique, assurer la sécurité de ses voies de communication. On n'oubliera pas que la Chine est devenue le premier exportateur mondial de marchandises devant l'Allemagne, les États-Unis et le Japon. La Chine n'est que le deuxième importateur mondial de marchandises derrière les États-Unis, mais ceci simplement parce que les États-Unis peuvent s'offrir chaque année un formidable déficit grâce à un dollar qu'ils fabriquent eux-mêmes. Avec une telle insertion dans le commerce mondial, la question des voies de communication extérieures devient essentielle. Elle ne pose guère de problème vers l'Est, où la Chine a une façade sur le Pacifique. Par contre, vers l'Ouest, la route est beaucoup plus sensible parce qu'elle doit franchir de nombreux obstacles et donc de nombreuses zones de danger potentiel. Or, c'est la route vers l'Europe qui est, ne l'oublions pas, le premier marché du monde avant les États-Unis, et c'est également la route vers le Moyen-Orient, c'est-à-dire vers le pétrole. La Chine est aujourd'hui le troisième importateur mondial de pétrole, derrière les États-Unis et le Japon, et 80% de ce pétrole importé passe par le détroit de Malacca. Ce souci des routes maritimes explique les efforts de la Chine pour redevenir une puissance navale, retrouvant une vocation maritime qu'elle avait pratiquement abandonnée depuis le XVe siècle, depuis la fin des voyages de l'amiral Cheng He. Cela explique aussi les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale, qu'elle considère comme faisant partie de ses eaux territoriales, ce qui évidemment n'est pas accepté par les pays voisins. Cela lui permet à la fois d'affirmer sa prééminence par rapport à ses petits voisins et aussi d'assurer sa présence sur la route maritime. Il y a aussi des alternatives à cette route maritime, par exemple la route terrestre qui conduit de la province du Yunnan à l'océan Indien à travers la Birmanie. Cette Birmanie où la Chine a décidé de construire un oléoduc et un gazoduc. Et on comprend mieux l'attitude de Pékin à l'égard de la junte militaire birmane. Pour la Chine, la dictature en Birmanie est strictement un problème intérieur birman qui ne concerne pas la Chine. Les rapports sont envisagés seulement dans le cadre de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence, l'intérêt de la Chine étant d'utiliser la position géostratégique exceptionnelle de la Birmanie. Enfin, les régions de l'ouest chinois nous paraissent au premier abord arides, ingrates et de peu d'intérêt. En réalité, elles sont le point de départ d'une nouvelle route du pétrole qui se dirige vers l'Iran, vers les gisements de la mer Caspienne, et qui traverse une région profondément modifiée par l'éclatement de l'URSS, l'apparition de nouveaux États avec lesquels, bien sûr, la Chine soigne ses relations.